Maintenant, la phase 2, c'était l'échauffement. On a 13 générations à maudire. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Ça commence à faire long, hein. Et les Capétiens, ils vont pas canner tout seuls là. Hein. Et vas-y, que les Capétiens, et que en fait il est mort, parce qu'en fait il est empoisonné, sauf que l'autre, il est pas vraiment empoisonné. Enfin, c'est tout un bordel. Voilà. J'arrive, pardon. Excusez-moi, j'étais en train de faire du ménage. Attendez. C'est pas la même bague que d'habitude, ça. Ah oui, bah, gros ménage. Ah oui, quand même. Donc vraiment gros ménage, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ben, les gens qui regardent, j'en sais rien. En ce qui me concerne, moi, personnellement, à mon niveau vraiment personnel, 43 800 heures à peu près. Ça fait combien, ça? C'est beaucoup? Bah, ça fait 5 ans, quoi. Bah, vous pouviez pas le dire comme ça, non? Oula, alors on va se calmer tout de suite. Je vous rappelle que c'est moi qui ai attendu, hein. Entre-temps, Skype est mort de vieillesse. Vous m'appelez sur quelque chose qui n'existe plus. Mais je vous ai pas appelé. Bon, on y va, oui. Je commence à me déchauffer, moi. Hein. Oui, clairement. Donc ce serait dommage de rater ça. Vous êtes toujours moins cher? Toujours. Eh bah allez. Oh yeah. Oh yeah. Chose promise, chose due. Pour cette deuxième partie d'épisode sur les Capétiens, on va s'intéresser à l'extinction des branches cadettes. À commencer par les Valois. Alors oui, je sais, à la base ça devait être que en 2 parties. Mais comme j'ai pas envie de vous assommer direct à la reprise avec un épisode de 30 minutes, on va faire ça en 3 parties. Ça va, vous avez attendu 4 ans pour la deuxième partie. 5. Bref. On en était resté à 1328 avec l'accession de Philippe VI de Valois au trône de France. Signe annonciateur de la guerre de 100 ans. Effectivement, on en était là. Donc, guerre de 100 ans. On va continuer sur cette lancée positive. Et vous allez voir qu'on va commencer à entrevoir un schéma type entre les Valois et les Capétiens directs. Claire sera bien entendu avec nous en fil rouge depuis le XIVe siècle, pour continuer son œuvre incroyable de malédiction. 4 ans plus tard, 5. Bref, il n'est jamais trop tard pour une sale histoire. Et avant d'aller plus loin, vous avez sans doute remarqué ce magnifique t-shirt que j'arbore. Cette vidéo est en partenariat avec Regnator. Et pour la toute première collaboration de la chaîne, j'avoue que ça a une saveur toute particulière. C'est une marque amoureuse de l'histoire et je suis vraiment honoré de le faire avec elle. Regnator, c'est une marque de t-shirt haut de gamme, filée avec du coton de qualité provenant d'Amérique centrale et floqué en France. Moi qui n'achète pas souvent de vêtements, je les trouve confortables, bien taillés et vraiment intéressants. Regnator, c'est une marque originale inspirée par l'art, la chevalerie, la nature et l'histoire. Je vous recommande d'ailleurs d'aller tester votre connaissance sur l'histoire de France avec leur quiz online, qui m'a donné quelques sueurs froides. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Donc ça c'est le modèle Cygnus, mais vous avez toute une collection à découvrir sur leur site. N'hésitez pas à aller y jeter un œil après la vidéo. Et avec le code promo Histoire10, 10% de réduction sur tout le site. Profitez-en! Une fois n'est pas coutume, on commence avec un contexte général. Philippe VI de Valois et ses descendants vont régner pendant à peu près 250 ans, jusqu'en 1589. Alors des rois capétiens valois célèbres, vous en connaissez. Par exemple François Ier, qui fait partie de la sous-branche des Valois Angoulême, ou encore Charles VII, qui a gagné la guerre de 100 ans aux côtés de Jeanne d'Arc. Cette dynastie des Valois est notamment marquée par 3 séries de guerres. La guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, les guerres d'Italie entre la France et le Saint-Empire romain germanique, et les guerres de religion entre la France et la France. Parce que quand il s'agit de se mettre sur la gueule, c'est nous les meilleurs. C'est là qu'on reprend le fil de notre histoire. Imaginez-vous au milieu d'un sacré bordel, à savoir les guerres de religion entre les catholiques et les protestants pendant les années 1550. Le boss à l'époque, c'est Henri II, c'est le fils de François Ier. Bon, lui, c'est pas forcément la star qu'il pense être, hein, mais par contre, sa meuf, vous la connaissez sans doute. La fameuse Catherine de Médicis, une vraie stratège avec un petit côté dark. On en avait parlé dans notre épisode sur les régentes. Et si vous ne connaissez pas Catherine de Médicis, déjà allez voir l'épisode. Et ensuite, vous connaissez peut-être sa maîtresse officielle, la sublime Diane de Poitiers.
un genre d'influenceuse beauté de l'époque. J'en avais parlé dans l'épisode sur la beauté dans l'histoire de France. Mais bon, surtout Henri II, on le connaît pour sa mort. Et accrochez-vous, c'est pas la fin la plus glamour. En juillet 1559, pendant un tournoi de joute, le truc où on se rentre dedans à cheval avec des perches là, on s'amuse comme on peut, hein, il se prend un bout de lance en pleine tronche. Enfin dans l'œil pour être précis. Et là c'est le début d'une descente aux enfers. 10 jours d'agonie. 10 jours bordel. Alors moi je râle au bout d'une heure quand j'ai mal à la tête, donc là, respect. Madame de Maide, gentil tout plein, curé de Paris. J'ai appris pour votre mari. C'est l'histoire quand même. Hein. Enfin bon, les rois, ça va, ça vient. Et vous avez plein de gamins là, hein? Oh, il peut tout s'y se faire. C'est qui va être roi de France? C'est qui va être roi de France? Cet événement violent et un peu imprévu va précipiter la fin des Capétiens valois. Cependant, à l'époque, on est triste bien sûr, c'était le roi, hein, c'était pas le pégu du coin. Mais on se fait pas trop de soucis sur la suite. Parce qu'Henri II et Catherine de Médicis ont pondu beaucoup de gamins. Et notamment une tripotée de fils, au nombre de 4, dont 3 vont régner successivement. Ah c'est pas de bain la veille que la dynastie va s'éteindre. Ça va pas bien se passer. Alors tout comme pour les Capétiens directs, les Valois vont s'éteindre très rapidement. Coup de projecteur sur ces 3 frères maudits. Derniers héritiers des Valois. Héritiers un peu en carton, hein. Non, je dis ça parce que certes, Catherine de Médicis a donné beaucoup d'héritiers à la France, mais niveau qualité, c'était pas franchement ça quoi. On est sur un niveau Wish, Tému, Chine. Tout d'abord, l'aîné, François II. Alors si vous avez vu l'épisode 2 de Sale Histoire, vous le connaissez. C'était l'épisode sur les règnes les plus courts de l'histoire de France. Et oui, François II fait partie de cette liste, avec 1 an et 4 mois au compteur. Il est même moins célèbre que son épouse, Marie Stuart. Reine déchue. Reine d'Écosse. Celle-là même, François II accède au trône le 10 juillet 1559. Ça va pas être long avant la première catastrophe. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, je vais maintenant maudire les Valois. C'est bon, c'est fait. Si, c'est fait. Et afin de vous prouver ma bonne foi, je vais maintenant lire l'avenir dans les cartes. J'ai justement trouvé une main innocente en la personne de ce ramasse-bouse. Vous allez prendre une carte. Oh, regardez là-bas! Prenez une carte. Non, pas celle-là. Non, non plus. À droite! Voilà. Oh là là, c'est la mort! Mais incroyable! Surtout que François II meurt en décembre de l'année suivante à l'âge de 16 ans, terrassé par une otite. Bon alors je me suis un peu foutu de sa gueule dans l'épisode sur les règnes les plus courts, mais en vrai il a bien douillé. Son otite a dégénéré en abcès au cerveau, ce qui est un peu plus grave quand même. Mais autant dire que 1 an et demi et à 16 ans, il n'a pas eu l'occasion de faire grand chose. Il n'a pas laissé une marque indélébile dans l'histoire quoi. Et pendant son court règne, c'est surtout Maman Catoche qui est aux commandes. Dame de Maide. Oh, mais faut pas vous en faire. Oh, vous savez, des enterrements, moi j'en vois tous les jours, hein. Faut pas que ça vous sape le moral. Et puis bon, moi je dis toujours, mieux vaut partir avec une otite qu'avec la peste. Ah ça fait moins crasseux. C'est le deuxième. C'est qui va être roi de France? C'est qui va être roi de France? C'est qui va être roi de France? Alors, parlons un peu du cadet Charles IX. Le gars a régné pendant 13 ans et demi. Régner entre guillemets parce que c'est vite dit, hein. Faut dire qu'à 10 ans c'est compliqué. À 10 ans j'ai changé les cartes Pokémon. Tout ce fric perdu. Bref, tout ça pour dire, on te donne pas vraiment les clés du royaume à 10 ans. Du coup, c'est Maman Catoche qui prend les rênes une fois de plus. Alors au début c'est pour une petite régence de 3 ans jusqu'à la majorité de son fils, donc 13 ans. Mais spoiler, même après, c'est elle qui va carry. Il faut dire qu'elle avait un sacré caractère. Et puis elle avait surtout pris goût à diriger le bazar, tout simplement. Niveau construction et finition, Charles c'est pas la folie. Si son grand frère François II était fragile comme une chips, lui c'est le combo. Physique de lâche et mental en vrac. Monsieur est célèbre pour ses grosses crises de saute d'humeur et d'hystérie. Et comme si ça suffisait pas, son règne c'est le point culminant des guerres de religion. En gros, le royaume est sous tension permanente en mode cocotte minute. Mais si Charles IX reste dans les annales, c'est surtout à cause d'un épisode bien glauque, la Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que c'est que ça? Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, c'est un carnage qui reste dans l'histoire. Et Charles IX aurait donné son feu vert, bien que je pense que Maman Catoche a dû bien lui tordre le bras. La Saint-Barthélemy, ça part du mariage arrangé de Marguerite de Valois, donc la sœur des frères Valois, avec Henri de Navarre, qui est le leader des protestants. Mariage arrangé par Maman Catoche.
L'idée c'était de calmer le jeu entre protestants et catholiques en scellant une union un peu contre nature. Spoiler encore, ça a foiré. Une série de décisions bien gaises plus tard, on arrive à la nuit du 24 août 1572. Et là c'est le carnage total. Environ 3000 protestants sont assassinés dans Paris. Et comme si ça suffisait pas, le délire s'est étendu à toute la France. Ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, on arrive à 30 000 morts. Bref, Charles IX, c'est pas le roi de la fête, c'est plutôt celui des vibes nulles et des mauvaises décisions. Et afin de vous prouver ma bonne foi, je vais maintenant lire l'avenir dans les cartes. J'ai justement trouvé une main innocente en la personne de ce torche-cul de poule. Prenez une carte. Bon, c'est facile là quand même, hein. Oui. Oh. Mais c'est la mort, c'est la mort. Mais c'est incroyable, mais quelles sont les chances? Charles IX, de son côté, meurt en 1574 d'une pleurésie. C'est une inflammation de la plèvre. Ça vous aide, hein? En gros, c'est la membrane qui recouvre les poumons. Ça doit pas être très agréable non plus. Et du coup, il meurt à 26 ans. Bah alors, Madame de Maid? Oh, faut pas vous mettre dans tous vos états! Bon, ok, ça fait 2 en peu de temps, mais enfin quand même! Ne dramatisez pas! Vous savez quoi? Encore 2, et la maison vous offre un mug personnalisé! Vous en avez encore une tétrachier de petits Valois, hein? Bon, a priori, ils sont pas tous top quali, mais bon, pas de raison de s'inquiéter! Vous savez, moi, quand j'ai un petit coup de mou, eh ben je vais voir les Hébreux! Et ben on se dit qu'on est quand même vachement chanceux! Et maintenant, le petit dernier, Henri III. Quand son frère Charles casse sa pipe, Henri est tranquillement roi de Pologne et de Lituanie. Oui, vous avez bien entendu. Maman Catoche a fait des siennes et a réussi à le caser autre part. Elle s'était dit, Charles et François, ça doit pouvoir tenir la route, alors autant recycler Henri ailleurs. Pouah! C'est là! Mais qu'est-ce qu'il bouffe là? Des navets, sire. Des navets, sire! Ça a l'air dégueulasse. Mais la plot twist, ses frères meurent. Qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est le sbeul comme ça, Catoche rappelle son fils Henri pour devenir roi de France. Ni une ni deux, expression chelou, Henri fait ses valises et un gros doigt d'honneur aux Polonais, et il file à l'anglaise retourner au bercail. Sympa pour la Pologne, mais bon, les affaires de famille, ça passe avant. Et puis sur le CV, roi de France, bah ça claque un peu plus que roi de Pologne. Au revoir les ploucs. Pourtant, il m'aimait bien. Hein. Il m'appelait Kurva. Ça doit vouloir dire roi en slovaque. C'était des Polonais. Mais on s'en fout. Ah manière, j'aimais pas les navets-sires. Henri III va régner pendant 15 ans. Enfin là encore, régner, le mot est un peu fort. Certes, il était plutôt en bonne santé physique et mentale, un exploit dans la famille, mais niveau compétences, c'était pas un génie. Disons que chez les Valois, c'était un peu la fratrie des bras cassés. Ça l'a donc pas empêché d'être roi, et d'être un roi un peu naze, et pas franchement mémorable non plus. En fait, le problème d'Henri III, c'est qu'il est entouré de personnalités absolument énormes. D'abord, Catoche, bien évidemment, qui tire toujours les ficelles. Ensuite, Henri de Guise, le chef de la Ligue catholique, qui commence sérieusement à gratter un peu plus vers le pouvoir. Et enfin, Henri de Navarre, dont on a déjà parlé, le boss des protestants. Toujours dans le game grâce à son mariage avec Marguerite de Valois. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de Henri, mais bon, j'ai pas le choix. Et le nœud du problème, c'est qu'Henri III n'arrive pas à avoir d'héritier. Pas de môme, pas de plan B. Résultat, si Henri passe l'arme à gauche, il n'y a pas d'héritier, et ce serait donc Henri de Navarre qui serait le premier à la succession. Sauf que le gars est protestant, je rappelle. Et ça, ça passe moyen. Genre très moyen. Maman Catoche, Henri de Guise, et 90% de la population française d'ailleurs, ils étaient pas vraiment chauds. Tellement qu'ils auraient peut-être préféré un trône vide. Et oui, parce qu'en France, la population a par défaut la religion de son souverain. Donc si Henri de Navarre arrive sur le trône, toute la France est protestante. Excommunication, gros bordel, etc. Et en même temps, Henri III, il est pas franchement aimé. Donc là, il est coincé entre un royaume qu'il aime pas de succession, et là, c'est le grand dérapage final. Allez, si je fais un 6, je lance une guerre. 6 Guerre! On entre dans ce qu'on a appelé la guerre des trois Henri. Attention, c'est pas une sitcom médiévale, c'est une grosse baston bien vénère entre Henri III, Henri le catholique, et Henri le protestant, pour schématiser. Ces deux-là se tapent joyeusement sur la gueule pour savoir qui aura la couronne. Henri III, lui, c'est un peu le roi indécis. Pendant tout son règne, il va aller un peu du côté des cathos, un peu du côté des protestants. Au début, il est tout dévoué aux catholiques, bien évidemment, puisque Catoche est derrière. Mais quand il commence à piger que Henri de Guise, le catho, veut son trône, il flippe un peu.
Résultat, il retourne sa veste et se rapproche de son beau-frère, Henri de Navarre, le leader des protestants. Mais ça se corse quand même sévère lorsque Henri de Guise essaye de monter Paris contre le roi. Et il va y arriver. Le mec soulève littéralement la ville et Henri III se retrouve à fuir la capitale. La honte totale pour un roi. Mais bon, on commence à avoir l'habitude avec les Valois, donc bon. Sauf que là, Henri III l'a quand même bien mauvaise. Donc il se dit, je sors le grand jeu, et la veille de Noël 1588, il fait sauvagement assassiner Henri de Guise. Bam! Cadeau sous le sapin. Et parce qu'un Guise mort c'est bien, mais deux c'est mieux, il en profite pour faire buter son frère, le cardinal de Guise. Double kill. Fatality. Catherine de Médicis meurt quelques jours plus tard, en janvier 1589, clairement épuisée. Et elle meurt d'une pleurésie, comme son fils Charles. Bref, Henri III, c'est un roi qui s'est laissé marcher sur les pieds par tout le monde. Par contre, quand il a décidé d'agir, il le fait pas à moitié. Sauf que bon, ça va pas arranger les affaires tout ça. Bah oui, parce que Paris était team Henri de Guise, je rappelle. Team Cato, quoi. Donc, le roi de France qui préfère se rapprocher des protestants et qui fait assassiner le cardinal catholique et son frère, donc le leader des catholiques en France, c'est pas un move que les gens kiffent. Après ce double assassinat, Paris part littéralement en freestyle. Et pour couronner le tout, la cerise sur le caca, le pape excommunie Henri III. Qui franchement en a rien à foutre. Sauf que si le roi est excommunié, eh ben la France l'est aussi. Mais lui, il est en mode même pas peur. Le sbeul est donc à son maximum, Henri III s'allie avec son ancien rival Henri de Navarre, le leader des protestants, et ensemble, ils tentent plusieurs fois de reprendre Paris. Mais c'est un échec sur toute la ligne. Et le 1er août 1589, alors qu'il est tranquillement assis sur sa chaise percée, les chiottes, Henri III se fait poignarder à mort par un moine fanatique, Jacques Clément. Oh, ah, vous êtes là. Navré, sire. Non, ma fille, sire. Ouais, c'était déjà pas assez la loose dans la fratrie, il fallait se faire poignarder sur ses chiottes pour finir. La classe. Heureusement que Catherine était morte quelques mois auparavant, parce que t'imagines si elle avait assisté à cette mort-là aussi. Bon, Madame le Maid, j'essaie de positiver, mais là, mais enfin, c'est pas possible. Vous leur donnez des rats à bouffer ou quoi? Ils ont pas l'air en forme, hein. Mais excusez-moi, mais c'est quand même le défilé des glandus chez vous, hein. En fait, sont des Christ. Cet assassinat signe la fin des Valois. Clap de fin pour cette dynastie qui aura laissé derrière elle 30 ans de guerre de religion, des magouilles, des bains de sang, que des trucs cool. Et afin de vous prouver ma bonne foi, je vais maintenant lire l'avenir dans les cartes. J'ai justement trouvé une main innocente en la personne de ce monsieur qui sent très fort. Allez-y, allez-y, je vais dégobiller, moi. Bravo. La mort. Mais j'en reviens pas. Je suis choqué. Je suis tellement bonne, c'est ouf. Les trois rois sont donc morts de façon assez violente et rapidement. À la mort de Henri III, c'est bien Henri de Navarre qui monte sur le trône, qui s'appelle également Henri IV. C'est le premier roi bourbon de l'histoire de France. Il inaugure ainsi la dernière grande dynastie de rois. Henri de Navarre, alias le leader des protestants, va quand même batailler pendant 4 ans. 4 ans pour enfin se faire couronner roi. Mais Henri de Navarre était-il vraiment légitime? Et oui, parce qu'en fait, Henri de Navarre est descendant du Capet, par l'un des enfants de Saint-Louis. Il était donc bien légitime à prendre le trône de France. Allez, je suis au taquet, les Bourbons, on démarre tout de suite. Alors non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quoi? Non mais attendez, sur le devis initial, il y a 2 épisodes. Donc je fais quoi, moi? Je vous en facture un 3e? Ah oui, mais j'ai pas le choix, hein, parce que manifestement les vidéos de 15-20 minutes c'est trop long et les gens n'écoutent plus. Hein? Non, pardon, j'écoutais plus. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie sur la fin des Capétiens. La dernière partie est déjà en préparation et elle devrait sortir dans un mois. Promis, pas dans 4 ans. 5. Bref. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager sur YouTube. Abonnez-vous pour ne pas manquer la 2e saison de Sale Histoire. À très vite. Cinq.